Bonjour et bienvenue pour une nouvelle interview sur Blockchain Addict. Cette semaine, nous recevons Dorian Vincileoni de KuCoin. Tu es, pour faire simple, directeur de la stratégie développement en Europe pour KuCoin Exchange. Je vais commencer avec mes gros sabots et rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à ce poste sur KuCoin? Bonjour Magali, donc oui, bonjour à tous aussi également, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vais essayer d'être bref parce que c'est à chaque fois le genre de questions de présentation, etc. Et au final, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui se passe en ce moment dans l'écosystème, etc. Donc en une minute, j'ai un background d'académique, j'ai été étudiant doctorant, et je le suis toujours officiellement à l'université Nice-Côte d'Azur en économie. Et c'est un peu ce parcours tourné vers l'économie qui m'a amené vers la blockchain, vers Bitcoin d'abord, pour être tout à fait franc. Bitcoin que j'ai découvert une première fois en 2015 et pour certaines raisons, on en parlera peut-être plus tard. Je me suis pas franchement intéressé ou disons pas assez intéressé à Bitcoin pour creuser le sujet. Et quand je l'ai redécouvert en 2017 par une connaissance qui m'a cette fois-ci mieux introduit sur le sujet, j'ai pu vraiment prendre l'ampleur de ce que ça représentait en termes déjà théoriques, hein, parce que la manière dont on apprend l'économie en France, il faut le dire, c'est tourné vers une certaine approche et ça élimine beaucoup de points de vue qui vont pas dans le sens de ce qu'est le consensus académique en ce moment. Et de ce fait, en fait, quand on découvre les arguments des autres, qu'on les approfondit, etc., il y a quelque chose qui peut résonner en vous avec votre manière de voir les choses. Ça a été mon cas. Donc, je suis revenu vers Bitcoin en 2017 par cette approche-là. Vraiment, le côté, ça se rapproche plus d'une conception autrichienne sur la microéconomie, sur les transactions entre les gens, etc., entre les agents. Toute la Et, philosophie. Toute la philosophie. Exactement. L'aspect philosophie économique qu'il y a derrière m'a beaucoup touché personnellement, en fait. Et derrière, j'ai commencé à travailler dans l'écosystème en parallèle de mon doctorat vers 2020. Et j'ai pu ensuite, à partir de 2021, travailler pour des plus gros acteurs, c'est-à-dire les exchanges. J'ai fait un passage chez crypto.com en tant qu'ambassadeur. Puis j'ai rejoint Huobi, qui était déjà le premier exchange asiatique dans lequel j'ai travaillé et qui essayait déjà à l'époque de s'implanter en Europe de manière un peu plus conséquente. Et enfin, j'ai rejoint KuCoin, du coup en avril 2022. Avril 2022, et donc bientôt 2 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Pourquoi ce changement? Comment a été ce changement d'une plateforme à une autre? Tu es passé de Huobi à KuCoin, c'était un choix ou Alors pour KuCoin, c'était très clairement un choix. La plateforme en elle-même, l'approche que nous avons par rapport au listing, par rapport à ce sujet dont on parlait déjà avant de commencer l'interview avec toi, Antoine, cette capacité que KuCoin a à aller chercher des projets quand ils sont jeunes, early comme on dit, aller dénicher des projets sérieux, puisque on fait vraiment tout pour éviter les rug pulls, etc. Donc on essaie d'épargner du risque à nos utilisateurs, mais en même temps d'avoir accès à des opportunités auxquelles ils n'auront pas ailleurs. Et ça, c'est vraiment une approche de KuCoin qui est là depuis le départ, un gros travail qui est effectué là-dessus. Et c'est une approche qui m'a beaucoup plu en tant qu'investisseur d'abord en premier lieu, et puis travailler avec l'entreprise qui a cette approche, c'est aussi c'est plutôt bénéfique pour moi personnellement. Oui, comme je disais, c'est vrai que quand on a des jetons qui apparaissent sur des wallets style airdrop, c'est toujours plus facile de passer par KuCoin parce qu'ils listent assez facilement ces jetons qui viennent d'apparaître. Alors, la vérité, c'est que si je peux mettre un ordre de grandeur, on a actuellement à peu près plus de 700 jetons listés, plus de 750 même. On est passé brièvement au-dessus des 800 à un moment, mais on déliste aussi en fonction des résultats des équipes, hein, évidemment. Si les équipes sur le temps long n'arrivent plus à maintenir le niveau de performance pour leur projet, on est sommé de réagir puisque de toute façon le marché est ce qu'il est, il faut être réactif. Et la vérité, c'est qu'avec plus de 700 tokens listés, on en a des milliers qui sont au stade de review, au stade de revue par notre équipe. Donc, à ce niveau-là, ouais. Et vous faites même des pré-listings maintenant, j'avais vu ça, c'est une fonctionnalité, on aura peut-être l'occasion de l'aborder plus tard dans l'interview, mais oui, c'est une nouvelle fonctionnalité pour être encore plus en avance sur les projets qu'on liste.
Tout à fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Vraiment, ça donne aussi des informations complémentaires sur le prix peut-être futur. Et ça donne une indication. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait plusieurs listings qui sont lancés de cette manière et KuCoin est déjà sur le coup. Et j'ai trouvé ça cool en communication et très sympa. Je vais laisser Magali peut-être reposer les questions. Oui, alors avant d'aborder les listings, les pré-listings, etc., si on zoome progressivement, donc là on a fait ton parcours de loin, ton arrivée à KuCoin, et tu t'occupes en particulier du coup du marché européen. Tout à fait. Du coup, ma question, c'était un petit peu de savoir comment tu percevais l'évolution du marché crypto en Europe. Ça inclut bien sûr les défis réglementaires, peut-être que tu vas nous en parler, et comment au fil du temps vous vous êtes adapté aux différentes régulations européennes qui se mettent en place et qui vont se mettre en place. Ok. Alors, par rapport à l'Europe spécifiquement, il y a plusieurs aspects. Il y a des aspects qui sont plutôt positifs et des aspects qui sont plutôt très clairement des challenges, des épreuves. On peut commencer par ces aspects-là. Un aspect qui est très éprouvant en Europe, c'est qu'en fait, le Bitcoin et la crypto en général, mais même Bitcoin, ne sont pas perçus comme des alternatives au système financier traditionnel pour la majorité, l'extrême majorité des utilisateurs, tout simplement parce que le système financier traditionnel en Europe fonctionne pour ses utilisateurs de manière assez satisfaisante. Du moins, c'est comment dire, l'utilisation qu'ils en font. Même les utilisateurs ne voient pas d'autres alternatives à ça, et même s'ils s'en plaignent, même s'il y a des difficultés, des choses qui pourraient fonctionner mieux, etc. Globalement, le système financier en Europe fonctionne de la manière dont ils veulent qu'il fonctionne pour l'utiliser, et ils sont pas en recherche d'alternatives comme ça peut être le cas dans d'autres parties du monde. Ça, c'est un des aspects qui est éprouvant, c'est-à-dire que le Bitcoin, les cryptos, c'est vraiment vu comme un produit d'investissement et certainement pas comme une alternative au système financier traditionnel. Est-ce que cette situation sera amenée à évoluer? Nous verrons au cours des futurs cycles. Pour le moment, c'est une situation qu'on peut observer. Dans le même temps, il y a beaucoup de projets européens qui innovent. Il y a beaucoup de boîtes, d'entreprises européennes dans le secteur. Ça dépend des zones, hein, évidemment. Certaines zones en Europe sont plus favorables que d'autres au développement de ce genre d'entreprise. Mais globalement, une des forces de l'Europe, c'est d'avoir promu un cadre légal, un cadre juridique qui soit assez intégré, même s'il subsiste bien entendu des différences, etc. Mais et on aura le temps d'en parler quand on ira sur le sujet de la régulation de manière plus spécifique. Mais il y a toute une infrastructure en Europe qui se met en place. On peut parler de banques qui sont de plus en plus ouvertes à la crypto-monnaie, processeurs de paiement en nombre qui nous permettent d'intégrer de plus en plus les paiements en euros, les dépôts en euros, les retraits en euros, etc., etc. Donc, il y a en même temps ce côté éprouvant parce que les utilisateurs eux-mêmes nous considèrent comme vraiment purement de l'investissement, mais à la fois cette infrastructure du système financier traditionnel qui existe, ça peut aussi représenter une opportunité parce que quand elle se met en place pour faciliter les choses et faciliter l'adoption et faciliter les transferts, on peut y voir paradoxalement une manière de favoriser, de rendre encore plus rapide l'adoption et la croissance du marché des cryptos dans cette région. Pardon, vas-y Antoine, excuse-moi. Non, je voulais demander par rapport à la localisation, vous êtes situé où? KuCoin se situe où? Alors, on n'a pas de bureau en Europe à proprement parler en ce moment. Ça va peut-être être sur la table. C'est sur la table. On en parlera quand on abordera Mika plus en détail et notre stratégie par rapport à ça. La vérité, c'est qu'on ne donne pas trop d'informations sur nos stratégies privées avant d'avoir effectué ce qu'on souhaite effectuer. On n'est pas dans une approche où on annonce à l'avance où est-ce qu'on cherche à s'établir, etc. Ça, c'est vraiment pas la vision que KuCoin a dans son installation, dans ses stratégies. Par contre, où est-ce que nous sommes basés actuellement? Donc officiellement, l'entreprise est toujours établie aux Seychelles et nous avons plusieurs bureaux en Asie, dans certaines régions d'Asie.
D'accord, merci. Avant d'avancer sur la régulation et la capacité d'adaptation face à la régulation, je voulais rebondir quand tu as parlé quand on a abordé l'évolution du marché crypto en Europe, tu as abordé l'approche des utilisateurs qui ne voyaient pas dans Bitcoin une solution à la finance telle qu'elle est maintenant. Et ça en revient à quelque chose que tu as évoqué lorsque tu t'es présenté à l'éducation de l'argent en Europe, le rapport à l'argent en Europe dans nos sociétés. Alors pour vulgariser, à l'école, par exemple, tu as des petits euros qui se promènent dans les problèmes des enfants et puis ils doivent dire combien, et c'est encore d'actualité, hein, et ils doivent dire combien ils ont acheté leur baguette ou en entourant les pièces. Et on n'a pas plus on n'a pas plus évolué en tout cas là-dessus, sauf après quand tu arrives dans le supérieur. Bien sûr, j'ai tendance à dire que mes cours les plus intéressants c'était une fois que j'étais en classe préparatoire et pas avant. Mais du coup ma question c'est comment les exchanges peuvent pallier et est-ce que les exchanges veulent pallier à ce problème d'éducation? C'est une tâche très complexe. Ouais. Pour le coup, on développe des plateformes. Alors, je sais que tous les exchanges ont leur version. Sur KuCoin, ça s'appelle KuCoin Learn, qui permet de prendre par la main les nouveaux arrivants et d'essayer d'aller dans les fondamentaux. En fait, on fait même des groupes de niveau par rapport aux articles. Donc, après, il faut sentir par rapport à soi-même si on veut plutôt du contenu pour débutants, pour intermédiaires, pour avancés, etc., etc. Mais voilà, différents groupes de niveau avec du contenu sur différentes thématiques. Donc, en vérité, le rôle d'un exchange ne peut pas forcément être d'aller beaucoup plus loin parce que les investissements que ça représenterait, il y a certaines choses qu'on essaie de mettre en œuvre, par exemple des accords avec des universités, des écoles privées, etc., qui permettent de venir présenter un petit peu une approche différente. Ça fonctionne dans certains pays, c'est plus difficile dans d'autres. Mais en l'occurrence, c'est vraiment un travail en cours. C'est un travail en cours dans le sens où il faut aussi attendre des organisations étudiantes qu'elles soient réceptives à ce qu'on propose. Et du coup, il faut aussi qu'ils aient entendu parler de nous. Je veux dire pas de la boîte en particulier, mais même si c'est bien sûr, c'est mieux encore s'ils connaissent l'entreprise, mais même qu'ils aient entendu parler de la crypto-monnaie, du Bitcoin et qu'ils aient quelques bases, parce que si on va dans une université ou une école de commerce ou une grande école, peu importe, et qu'on doit absolument partir du point zéro, le premier travail, ça va être de convaincre même les associations étudiantes qu'il y a un intérêt pour leurs étudiants de venir, etc. Et ça nous met en porte-à-faux vis-à-vis d'eux. C'est beaucoup mieux quand on reçoit des invitations et on sent qu'il y a déjà une curiosité pour le sujet. Et du coup, alors, question un peu provoque dit comme ça, lorsque tu dis avoir découvert Bitcoin en 2015 et ne pas t'y être intéressé, est-ce que c'est ta propre éducation financière qui a fait que tu t'y es pas intéressé? C'est l'éducation financière, l'éducation surtout économique. J'ai toujours été intéressé par l'économie dès le cycle secondaire et malheureusement, encore une fois, en France, on a un peu de mal à proposer différentes approches. C'est en gros, soyez keynésien ou ne soyez rien. Il y a être keynésien, connaître un peu de marxisme, mais pour le reste, il y a très peu de, comment dire, d'ouverture vers les autres approches qui ne soient pas caricaturales etc. Dirons-nous. Donc, mais bien sûr, c'est totalement de ma faute. De ma faute en privé. Hein. Il suffisait de s'ouvrir un petit peu et d'être plus ouvert que je ne l'étais à l'époque, et c'est pas quelque chose dont j'étais capable à ce moment-là, malheureusement. Pour continuer, du coup, on a un petit peu commencé à aborder la régulation avec le marché européen. Comment KuCoin s'adapte aux différentes régulations européennes qui se mettent en place? Par exemple, le PSAN en France, MiCA, MiCA 2, etc. Comment vous appréhendez et comment vous vous adaptez à ces différentes régulations? Alors, comme j'ai dit, on a une stratégie, mais je ne vais pas vous l'exposer. Ce que je peux vous dire, c'est notre approche par rapport aux régulateurs en général. À KuCoin, on croit vraiment que avoir de la clarté dans la régulation, c'est très important. Pas déjà pour notre développement en tant qu'entreprise, mais surtout pour la protection des utilisateurs in fine, qui reste l'objectif central
de toutes ces mesures, du moins on l'espère tous. Et de ce fait, quand on voit qu'une zone comme l'Europe a comment on pourrait dire, une régulation commune à ce niveau-là qui est claire, qui donne des termes, ça peut que aller dans le sens de la clarté. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modification, d'amélioration qui pourraient être faites. Hein. Évidemment, il y en a plein. Et quand on regarde les textes d'origine qui avaient servi de base de brouillon Amica, il y a eu déjà beaucoup d'améliorations. J'ai en mémoire à chaque fois, la première fois que j'ai lu ce brouillon où on parlait d'interdire, de vouloir forcer les exchanges à pouvoir rétrocéder des transactions sur lesquelles l'autorité européenne dirait que ces transactions n'étaient pas légitimes, etc. Ce qui est bien sûr absolument impossible sur des blockchains comme Bitcoin ou Litecoin, puisqu'il n'y a pas encore une fois de contrôle centralisé dessus. Mais ça, ils avaient préparé un brouillon de texte de loi et ils ne le savaient pas. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a encore du chemin. C'est un travail de toute façon qui se fait avec le régulateur qui apprend en même temps que nous apprenons et que les utilisateurs apprennent. C'est pour ça qu'il y a toujours un enjeu. C'est très difficile de réguler un secteur qui commence. Comme on a vu au début d'Internet, il y a eu un temps de latence et il y aura certainement, là, il y a déjà et il y aura un temps de latence qui va durer un certain temps, d'autant plus que dans notre cas, il y a une situation assez particulière, c'est que en vérité, la régulation ne peut pas vous forcer à faire les choses. C'est-à-dire que vous avez un cadre qui va être là pour le développement des entreprises, etc., sur le territoire. Mais même en tant que particulier, si demain l'Union européenne voulait décider de réguler des protocoles de DeFi, etc., dans la réalité, dans la praticalité, ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire ce serait au bon vouloir des organes de décision de ce genre de protocole. Et ça change un peu la donne. Ils peuvent quand même influer, je ne sais pas si KuCoin avant, mais sur les effets de levier, je sais qu'il y a eu une pression aussi pour que les échanges diminuent les effets de levier sur les futurs. Je sais pas si... Les effets de levier sont qu'une fonctionnalité d'une plateforme centralisée. Je parle vraiment de protocole crypto. Mais c'est quand même une pression exercée où les échanges doivent se contraindre à la loi. Hein. Donc, il y a quand même une petite pression parfois qui peut la pression sur les acteurs centralisés, elle est possible. Ce que je veux dire en particulier, c'est que quand ils veulent faire des textes de loi, par exemple, sur les portefeuilles décentralisés, sur les protocoles décentralisés ou en partie décentralisés, etc., ils peuvent faire des textes de loi dessus. Il y a la possibilité de le faire. Est-ce qu'ils peuvent, dans la praticalité, imposer ces décisions ? C'est très compliqué. Actuellement, pour beaucoup de protocoles, c'est juste impossible. C'est-à-dire, c'est au bon vouloir, s'ils connaissent l'équipe et qu'ils ont juridiction dessus, ils peuvent à ce moment-là essayer de faire pression sur les acteurs centralisés de cet écosystème, mais ils ne peuvent pas, dans la réalité, sur les réseaux, aller le faire appliquer s'il n'y a pas ce genre de pression. C'est ça qui change par rapport à d'autres technologies qu'on a pu avoir jusqu'à présent, certainement. Et j'aurais voulu, si tu avais des informations, j'avais vu qu'un jour, KuCoin s'était fait hack et j'avais pris mes précautions et j'ai remarqué l'attitude, c'est qu'elle avait été très bonne parce que KuCoin avait communiqué tout de suite, avait donné quand même quelques informations et a été assez transparent. Après, on ne peut pas vérifier, hein, mais il y a eu quand même une communication et c'est quand même un petit test parce que KuCoin est toujours là. Et les gens ont gardé quand même confiance. En tout cas, par exemple, moi, j'ai gardé confiance en cet échange. Ça reste quand même, c'est qu'une fois. Comment ça se passe pour un échange après? Du coup, il rechange sa sécurité. Il y a eu d'autres audits de fait. Enfin, vu que ça s'est passé qu'une fois, comment est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la sécurité? Alors, pour être tout à fait honnête, je n'étais pas là. Je n'étais pas encore à KuCoin quand le hack a eu lieu, donc j'ai pas d'informations de première main dessus. J'ai les choses qu'on m'a racontées, les choses que j'ai lues. Mais de ce que j'ai lu, effectivement, la réaction, elle a été rapide. Il y a eu de la communication. Il y a eu des communications avec les projets qui avaient du coup la possibilité de rétrocéder les jetons qui ont été hackés à KuCoin. Donc tous ces projets-là ont répondu. Hein. Pour la plupart, les fonds ont été récupérés grâce à la communication
dans le secteur entre les différents acteurs de l'écosystème. Ça, d'ailleurs, c'est une belle preuve comment dire, d'efficacité de la communication rapide et claire, parce que typiquement, ce genre de situation au début de l'écosystème aurait été très difficile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est une réalité, les équipes se parlent, et c'est possible d'arriver à ce genre de décision. Donc ça, c'est un premier point. Évidemment, c'était vérifiable on-chain, je veux dire le retour des jetons, et c'est aussi vérifiable que ce qui a été pris sur d'autres blockchains n'a pas pu être récupéré, hein, évidemment. Mais KuCoin a du coup subi des stress tests assez tôt dans son développement. Il y en a eu d'autres depuis. Il y a eu beaucoup de stress tests au cours de l'existence de l'exchange, en particulier durant le bear market vers la fin de 2022. On parlait régulièrement de beaucoup d'exchanges qui étaient en difficulté, et de ce fait, KuCoin en faisait également partie, puisqu'on était un des principaux acteurs, surtout après la faillite de FTX, comme tout le monde le sait. Et donc, au final, on voit que les choix stratégiques qui ont été faits sur les dépenses de l'exchange, etc., ont payé. Et quand je parle de choix stratégiques, je veux surtout parler de modération des dépenses, en particulier dans le marketing. Ça a été un choix de KuCoin depuis longtemps. Hein. Si on compare les budgets qui sont dépensés par certains de nos concurrents et nous, certains diront que c'est ridicule, mais la réalité, c'est qu'il fallait se concentrer sur autre chose durant cette période de bear market. Et au final, l'avenir aura plutôt prouvé que l'approche de KuCoin a été la bonne. Je prenais un petit peu des notes là de ce que tu disais. Alors je recentre un petit peu la discussion. Je reviens un peu sur la régulation. Toutefois, maintenant qu'on a abordé la régulation, est-ce que tu penses que la régulation peut freiner l'innovation? Et ça inclut un petit peu, par exemple, la découverte de nouvelles crypto-monnaies, comme Antoine en parlait en off avec toi et comme tu l'as abordé au début de la discussion. Par exemple, les pré-listings, les listings, l'épargne du risque, tout ça, ce sont des choses qui sont englobées dans comment on gère avec la régulation et comment on protège l'utilisateur. J'aurais voulu savoir un petit peu si tu pouvais nous développer tout ce pan-là, puisque proposer des listings et des pré-listings, ça peut être vu comme risqué, mais en fonction de l'acteur qui le propose, ça peut être également vu comme un gage de sécurité sur un projet. Enfin, voilà, je te laisse compléter le fond de ma pensée. Disons que c'est un des deuxièmes aspects de la régulation. Donc, comme je vous l'ai dit, à KuCoin, ce qu'on veut, c'est de la clarté de la part du régulateur, ce qui fait qu'on est d'ailleurs très réactif et pas proactif sur la régulation. On va pas essayer de devancer ce qui pourrait demander demain, etc. On est vraiment réactif par rapport aux informations qu'on nous donne, et on n'essaie pas de s'avancer parce que c'est un risque supplémentaire de s'avancer. Et encore une fois, on essaie de minorer le risque le plus possible. On croit aussi à l'autorégulation du secteur, et en tout cas, on travaille dans ce sens. Ça fait partie aussi du fait de bien vérifier avec l'équipe listing quels tokens, quels projets sont acceptés, avec quel tokenomics, quels sont les mécanismes derrière, est-ce que le code est audité, par qui, etc. Il y a plein de process qui sont mis en œuvre derrière. On vient pas, même si KuCoin est ouvert à des projets qui sont très jeunes et qui parfois sont dans des stades où très clairement ils n'ont pas atteint un niveau d'adoption, ils n'ont pas de très très large communauté et ils sont pas listés sur de plus gros exchanges, tout simplement. On est ouvert à ces projets, mais ça n'en demeure pas moins que le sérieux du projet va être éprouvé, et c'est tant mieux. Ça fait partie de l'autorégulation du secteur qui permet d'éviter certaines situations comme on peut avoir sur certains concurrents où on se retrouve avec des rug pulls en l'espace de 24 heures sur des projets nouvellement listés. Et ça, c'est un vrai risque. Et quand on a en plus l'aspect, qui commence à être connu, KuCoin, c'est vraiment un aspect stratégique, ce côté on va lister les tokens, les projets plus petits, on va dénicher les gemmes, etc. Quand on est sur ce secteur-là, c'est d'autant plus important d'être très très éprouvant pour les projets et d'aller chercher les meilleurs process, les meilleures pratiques, et même de mettre en place plusieurs niveaux de vérification avant de donner des accords, bien sûr. Puis on voyait qu'il y a beaucoup moins de listings pendant ce bear market. En tout cas, il y en a eu beaucoup moins. Donc, c'est vrai que les plateformes ont eu beaucoup moins d'activité et de communication
Alors, beaucoup moins. La vérité, c'est qu'avec les chiffres internes, il y a eu énormément de candidatures à un niveau vraiment le nombre de candidatures n'a pas diminué, hein, pour être honnête. Mais est-ce que la qualité des projets qui nous étaient amenés était du coup, on avait beaucoup de projets en fait qui pensaient qu'ils allaient compenser le côté le bear market par le fait d'être listé. Or, c'est l'inverse. Durant un bear market, il faut se concentrer sur la construction de son projet en interne et pas se concentrer sur la rentabilité à court terme qu'on peut obtenir par un listing. Malheureusement, il y a beaucoup de projets qui ne l'entendaient pas de cet avis. Et de toute façon, le listing reste quand même une dépense pour le projet. Normalement, c'est quand même c'est payant. C'est pas gratuit, même si vous auditez quand même le projet et que vous regardez, il y a quand même un prix pour que le projet soit listé. Bien sûr. Ça à prendre en compte. Et je pense quand même qu'il y a eu aussi parfois entre les différents échanges, ce bear market a fait reposer les bases et peut-être qu'il y a eu des prix plus raisonnables pour certains projets, mais qui ne se sont pas lancés pendant ce bear market, car ils attendent aussi que un peu de sécurité sur tous les marchés, quoi. Faut pas, il y a pas que. Oui, et puis là, le fait de ne pas sortir maintenant ne va pas les handicaper pour grossir le plus rapidement possible plus tard, parce que effectivement, les marchés sont encore plutôt à tonnes comparé à ce qu'on a pu connaître, et même par rapport à tu parlais des projets, Antoine, qui dépensent quand ils viennent lister, même quand c'est pas payé pour le listing, même quand il s'agit juste des dépenses qui sont entraînées par un listing, c'est-à-dire il y a un budget marketing, il y a un budget liquidité, il y a les relations avec les market makers qui doivent être gérées, etc. En fait, lister, c'est toujours une immobilisation de ressources, dans tous les cas pour les projets, mais c'est aussi pour beaucoup qui sont dans un stade où ils ont un gros besoin de financement, c'est pour beaucoup aussi un accès à des sources de financement inespérées, très clairement. Oui. Et de la visibilité aussi, et de toucher un public plus important. Bien sûr. Ouais, et par rapport aux nouveaux produits de listing, est-ce que tu as des informations sur ce pré-listing que je trouve intéressant parce qu'il n'y avait pas ça avant? Oui. Alors, le pré-listing, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est en fait une fonctionnalité qui vous permet de mettre des ordres de vente et d'achat avant que la paire de trading soit ouverte sur la plateforme. Donc, ça se fait en paire à paire de ce point de vue-là. Ce que ça fait, c'est que ça permet de déterminer une sorte de pré-prix de marché avant même l'ouverture au trading sur la paire. Ce qui peut être pratique quand on n'a vraiment aucune idée de à combien va aller chercher le token, etc. Ça donne déjà une information sur le pricing qu'en fait le marché avant qu'il soit là. Et comme ça, après, parce qu'au début, quand un listing commence, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup de gens qui sont là juste pour essayer de profiter d'une hype passagère, etc. Avec un pré-market, on essaie de gommer une partie de cet effet, ou du moins d'aller vers une plus grande précision pour un prix de moyen terme. Voilà. Non, mais ça vous démarque des autres échanges. Et ça fait depuis combien de temps que c'est live? Depuis un mois, même pas. Oui, c'est pas mal. Ça vient d'arriver. D'accord. Et c'est en bonne voie pour continuer Ah oui, oui. On a eu des excellents retours des utilisateurs qui sont vraiment très satisfaits de pouvoir justement avoir ce genre d'informations, parce que c'est vrai qu'au début, quand il y a tous ces utilisateurs qui se mettent sur un projet mais qui sont pas là vraiment pour le moyen terme ni le long terme, ils sont là juste pour profiter d'une hausse passagère, etc. Ou alors ils voient le projet sur la page d'accueil et ils y connaissent rien, mais ils y sont attirés parce que pour les utilisateurs qui veulent être là pour du moyen terme ou qui sont intéressés par le projet sur du plus long terme, etc. Pour eux, c'est intéressant, c'est très important d'avoir cet espace de, comment dire, d'information, cette information supplémentaire sur le prix. Tout simplement, c'est plus d'informations pour nos utilisateurs et le plus tôt possible. Et est-ce que tu aurais des métriques sur le nombre d'utilisateurs, par exemple aussi le volume journalier que KuCoin fait actuellement? Alors, c'est vérifiable sur CoinMarketCap. Nous, avec les chiffres qu'on rapporte, on est à environ, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on est à environ 1 milliard de volume par jour en spot. C'est ce que j'ai vu.
et environ 2 milliards en futurs par jour. Il me semble, hein, je ne vais pas plus m'avancer que ça parce que je vous avoue que je ne regarde pas les chiffres de volume. En ce moment, il ne faut pas trop les regarder. Et sur le nombre d'utilisateurs, il y a plusieurs mois, il ne fallait vraiment pas les regarder. Oui. Sur le nombre d'utilisateurs, par exemple, est-ce que tu as quelques métriques? Oui, on a dépassé les 30 millions durant l'année 2023. Donc, on est en bonne voie pour continuer à grossir cette année avec certains marchés qui sont évidemment en plus grande expansion, mais pas seulement pour nous, hein, c'est pour l'ensemble du marché crypto. On pense notamment à l'Amérique du Sud, on pense à certains marchés asiatiques, avec peut-être le retour de la Chine à grande échelle pour les utilisateurs privés pour le retail. Donc oui, il y a très clairement des opportunités de croissance. Et là, actuellement, avec plus de 30 millions en base, on commence à avoir un certain niveau de, de connaissance. Les gens ont déjà entendu parler de nous. Les gens, souvent, quand ils sont dans la crypto depuis même quelques mois ou plusieurs mois, etc., ils entendent parler de nous, plus ou moins naturellement. Et puis quand certains échanges aussi ont disparu, quand on pense à FTX et tout, peut-être que certains utilisateurs sont venus aussi sur KuCoin découvrir cet échange. Voilà, il y a du changement dans les échanges. Il y a eu aussi des échanges qui se sont fait hacker. Donc tout ça permet après de découvrir d'autres échanges. J'aurais voulu en connaître un petit peu plus, moi, sur la KuCoin Chain que j'ai déjà testée. Est-ce que tu pourrais la présenter pour ceux qui ne connaissent pas du tout? À quoi ça sert? Pourquoi vous l'avez fait? Et voilà, toute cette partie-là, hein, que moi je trouve très intéressante. Ok. Alors, en termes de stratégie, ça a été lancé par donc des membres de la communauté active de KuCoin et KuCoin qui voulaient développer un écosystème un peu parallèle à ce qui a pu être fait chez nos concurrents. On pense à un écosystème en particulier qui a particulièrement bien performé. Et donc, c'était une approche qui certainement avait tout son sens en bull market, qui en bear a été très coûteuse, hein, parce qu'il faut investir dans ce genre de développement. Là, actuellement, il y a des projets qui tournent dessus. Il y a un DEX principal, il y a des projets qui essaient de mimer, développer ce qui peut se trouver sur Ethereum en particulier, sur l'écosystème Ethereum. Et ça sert aussi pour nous à faire des retraits, dépôts, etc., avec des frais de transaction bien sûr amoindris par rapport à la plateforme centralisée. Au-delà de ça, là, actuellement, il y a les équipes de la KuCoin Chain qui sont en ligne, qui peuvent être joignables à tout moment par les réseaux sociaux, leurs réseaux sociaux officiels, et qui sont toujours intéressés pour avoir des projets qui cherchent à se développer et enrichir l'écosystème de la KCC, bien sûr. C'est un des aspects qui va être certainement remis en avant pour le prochain bull market. La question étant, est-ce qu'il y aura toujours l'attractivité que ça a pu avoir par le passé, d'avoir des écosystèmes liés à des exchanges centralisés? Ou est-ce qu'il faudra peut-être pas revoir même une partie de cette liaison? Ça va faire partie des questions qui seront sur la table quand on sera vraiment de nouveau en bull market. En l'occurrence, pour le moment, le type d'investissement que nécessite le développement à grande échelle de ce genre d'écosystème, c'est pas quelque chose qui est permis en bear. C'est intéressant que tu aies pardon Antoine, c'est intéressant que tu aies cette pensée-là, alors je veux pas dire de bêtises, en plus on n'avait pas forcément envisagé de l'aborder, alors que KuCoin développe la KuCoin Chain et développe un pan complètement décentralisé du coup. Oui, mais comme il disait, c'est une partie où ça a été un suivi de tendance. Mais comme tu disais aussi, Dorian, maintenant ça revient à un coût. Je voyais l'utilité au départ pour un échange de déplacer de la liquidité et de la mettre un petit peu défi parce qu'il y a eu ce Summer DeFi où les chaînes sont apparues. Et après, je voyais l'intérêt d'avoir une chaîne pour un échange. Et puis après, au fur et à mesure du bear market, de moins en moins. Et tout ça ramène à des coûts. Et si le nombre d'utilisateurs n'arrive pas ou la liquidité n'arrive pas, maintenir un coût d'une blockchain. Et c'est pour ça que je me demandais, quand on voyait, comme tu disais, d'autres concurrents qui ont dû changer de stratégie
et de se mettre sur une autre technologie en parallèle pour voir comment ça allait se passer. Ouais, à chaque fois, je trouve ça très intéressant parce que ça permet à quelqu'un de lambda d'aller un petit peu sur la défi, de commencer à faire ses premières transactions via un wallet style MetaMask, et sur votre... Donc ça leur coûte un bras. Tout à fait, et de passer de sexe à, en gros, il peut aller sur un AMM à vous. Après, je trouve que les innovations protocoles, ça, il manque un petit peu de développement et de développeurs, du coup. Malheureusement, c'est un effet de réseau, c'est-à-dire que les meilleurs développeurs et les meilleurs projets ont tout intérêt à aller là où il y a le plus d'utilisateurs et le plus de liquidité, c'est-à-dire actuellement Ethereum. Et ça, les effets de réseau, lutter contre, c'est très difficile, ça demande beaucoup d'investissement. L'une des approches qu'on a choisi nous déjà, c'est de faire une blockchain EVM, donc compatible avec Ethereum, donc compatible avec tout cet écosystème. Derrière, ça veut aussi dire qu'il faut quand même continuer à mettre des incitations de marché pour que les meilleurs puissent venir développer et mettre leur projet. À défaut de les lancer de base sur la KCC, au moins qu'il y ait la version KCC derrière. Donc ça, oui. c'est tout, ça fait partie de ces approches qu'on essaie de mettre en place et d'être intéressant pour les projets, pour les développeurs. C'est toujours sympa aussi de passer d'une chaîne autre à la chaîne KuCoin et pouvoir après repasser sur l'échange. Ça peut être un chemin parfois beaucoup plus simple pour un utilisateur qui, voilà, ça, en tout cas, le chemin est plus pratique dans ce sens-là parfois. Non, c'est très intéressant. Et par rapport à l'équipe, vous êtes combien à travailler actuellement chez KuCoin? Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais on est à peu près actuellement. C'est vraiment une estimation. Je veux pas être imprécis, mais on est plus de 300 pour sûr. Après, jusqu'à combien, je saurais pas exactement. Je dirais entre 300 et 500 pour donner une marge un peu sécurisée. C'est impressionnant. Maintenant qu'on a bien parlé de l'Europe, j'aurais voulu savoir un petit peu si bon, c'est une question très ouverte, qui a déjà un peu la réponse dans la question, mais si vous remarquez une différence entre le marché US, le marché européen et le marché asiatique qui semble dessiner trois manières, en tout cas, de réguler. Alors, des différences, oui, évidemment. Si on peut en mettre... oui, je vais essayer d'en mettre trois pour survoler un petit peu les principales. Donc, si on regarde l'Asie, c'est intéressant parce que c'est là où il y a les plus gros volumes, en fait, actuellement. Mais c'est une zone, typiquement, qui a le problème que l'Europe n'a pas, c'est-à-dire une zone où la régulation, elle est fragmentée et incertaine. Il y a beaucoup de pays où on n'est vraiment pas sûr de la direction qu'ils sont en train de prendre. Donc, encore une fois, être réactif, rester à l'écoute et pouvoir être... toujours cette approche aussi, on tend la main au régulateur, dans le sens où s'ils nous contactent, nous, notre rôle, ça va être d'essayer de pouvoir les aiguiller dans un sens qui aille vers la protection des utilisateurs. Donc, s'ils ont besoin d'une expertise d'entreprises qui sont dans le secteur, très clairement, si on nous demande, nous, on répondra à l'appel. Ça a déjà été fait par le passé, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, c'est une approche, à mon avis, qui se fait à deux. C'est une relation des deux côtés. Nous, on est censé être réactifs à ce qu'ils disent, mais eux aussi sont censés venir voir un petit peu les professionnels du secteur et voir quels sont les standards de l'industrie actuelle et comment on peut les faire évoluer ensemble, toujours pour essayer de protéger l'utilisateur. Donc, pour l'Asie, il y a ce côté-là. Pour l'Amérique du Nord, si on regarde très clairement, c'est là où il y a les plus gros investisseurs institutionnels actuellement qui sont intéressés par la crypto. Beaucoup d'investisseurs professionnels, mais qui ont mis en place ce qu'on appelle en économie des grandes barrières à l'entrée et potentiellement, du coup, demain, des barrières à l'innovation. Puisque quand on met des barrières à l'entrée, évidemment, on va restreindre une grande partie, ou enfin, plus ou moins grande partie des agents qui pourraient être tentés d'intégrer ce marché. En l'occurrence, là, vu les coûts que ça représente de se lancer dans cette zone, ça va devenir beaucoup d'acteurs vont préférer essayer de se lancer ailleurs.
Alors pourtant, aux États-Unis, ça nous permet un peu d'en parler parce c'est vrai que sur la chaîne, on n'en a jamais pas, enfin, on n'en a pas trop parlé encore. Aux États-Unis, il y a la fameuse échéance de ces ETF Bitcoin au comptant qui devrait justement débloquer cette porte d'entrée. Pour faire Non, simple, je suis pas moi non plus, qui devrait, ouais. J'ai utilisé le conditionnel parce que alors, pour faire simple, le l'ETF Bitcoin au comptant est censé normalement sur le marché américain, permettre à n'importe quel investisseur de pouvoir avoir accès au Bitcoin et l'acheter au prix qu'il a, au cours du prix, voilà, et pouvoir le trader. C'est censé être la porte que proposeront les États-Unis pour investir dans Bitcoin. Alors, je suis intéressée de savoir pourquoi tu penses que ça sera peut-être pas la clé qui va tout solutionner. Parce que c'est une mesure qui s'adresse encore une fois aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs privés, aux investisseurs particuliers, aux investisseurs professionnels, etc. Non, mais même aux investisseurs particuliers aussi, évidemment, hein, qui, par exemple, voudraient continuer, sont intéressés par cet écosystème, la crypto-monnaie, Bitcoin en général, et veulent y accéder, mais veulent rester via des médias qu'ils connaissent, c'est-à-dire donc la bourse traditionnelle, etc., par des transferts qu'ils connaissent déjà, sur des réseaux qu'ils connaissent déjà, et qui veulent pas s'intéresser à ce que nous, on a développé en alternative. Donc, c'est des mesures qui s'adressent à ce type d'investisseurs. Ça s'adresse pas franchement aux entreprises du secteur, aux professionnels du secteur, à ceux qui voudraient se lancer. Enfin, ce type de mesure ne va pas impacter outre mesure les barrières à l'entrée qui ont été mises en place par la régulation depuis quelques années en Amérique du Nord. Et là, je précise que c'est mon avis personnel. Évidemment, KuCoin n'a pas émis d'avis tranché sur la question. L'exchange continue d'être réactif. Ça, c'est vraiment mon opinion personnelle sur le sujet. De toute façon. Et puis, c'est le débat du moment. Alors, c'est intéressant. Ça fait partie des... Et ça reste de la prédiction. Ça reste de la prédiction. Si ça se trouve, nous aurons tous tort. Le temps nous le dira. Mais les signes qu'on a actuellement, pour moi, ne nous orientent pas dans une autre direction. Mais quand on s'intéresse à la philosophie du Bitcoin, les ETF, c'est des bons papiers. Donc, quand on voit par rapport à Grayscale, je reste le GBTC. Faut faire attention parce qu'en fait, ça ne représente pas vraiment le. Attention, alors c'est technique, c'est pas le but oui, ici. Non, le GBTC, c'est pas un ETF, sans vouloir. Non, mais c'est toujours, c'est toujours un autre produit autre que le Bitcoin au départ, et donc parfois c'est quand même beaucoup plus simple d'acheter le Bitcoin le premier et éviter de passer par un paradoxalement, pour beaucoup d'investisseurs institutionnels, et c'est un sujet qu'on pourrait creuser si vous voulez, mais ce n'est pas le cas parce qu'en fait, ils fonctionnent avec des règles d'assurance qui sont très importantes, ils sont très régulés dans leur approche à l'investissement et ils peuvent pas faire n'importe quoi. On parle de fonds d'investissement, de fonds de pension, etc. Et de ce point de vue-là, ils n'ont pas la capacité technique et assurantielle de pouvoir acheter directement du Bitcoin parce que si jamais il y avait un problème dans la conservation des assets du coup de leur côté, il y aurait personne vers qui se retourner. C'est pour ça qu'ils sont obligés de passer par les ETF, etc. Exactement. Parce que dans ce cas-là, en fait, l'ETF BlackRock sera forcé d'être assuré, par exemple, par BlackRock. Pour éviter, c'est toujours la martingale, pour éviter la fraude, un nouveau FTX. Enfin voilà, t'es vraiment sur la rengaine de la régulation américaine qui, on a des fois, on les a essayé de coup, mais ils n'ont peut-être pas forcément tort. Qui n'a pas des défauts, parce que le but à terme, c'est quand même de protéger et les investisseurs institutionnels et les investisseurs particuliers, etc. Même si dans la pratique, ça tombe souvent très loin de ce pourquoi c'est fait, dans la philosophie, on comprend bien pourquoi ce genre de mesure a été mise en œuvre. C'est très clair, c'est intéressant parce que c'est vraiment un point en plus qu'on n'avait pas abordé encore
sur la chaîne. Si j'en suis un petit peu le fil conducteur de nos questions, alors on l'a déjà abordé. Comment KuCoin a appréhendé le bear market? Comment ça s'est passé, ce bear market? Et comment il se passe peut-être encore, hein? C'était super. C'était génial. Non, beaucoup d'épreuves, beaucoup de mise à l'épreuve, même sur les comment dire, d'abord par la communauté d'utilisateurs, hein. Ça a été un moment où on a vu des choses qu'on pensait ne pas voir, et du coup la limite de l'imagination, les limites de l'imagination n'arrêtaient pas de s'étendre. Donc encore une fois, beaucoup de stress tests, beaucoup de mise à l'épreuve de KuCoin. On a eu des vagues de retrait, des vagues de dépôt. On a vraiment eu ça alternativement plusieurs fois durant ce bear. Et on a montré encore une fois qu'on était capable d'y répondre, que nous avions tous les assets des utilisateurs. Et on a été parmi les premiers également, après la faillite de FTX, à mettre en place ce qu'on appelle la preuve de réserve, où les utilisateurs peuvent voir en direct on-chain, grâce à un mécanisme d'arbre de Merkle, leurs assets parmi nos différents wallets. Donc ça, c'est un des aspects sur lesquels on a été les plus réactifs et les plus rapides à mettre en œuvre, et il le fallait. Je veux dire, c'était vraiment quelque chose dont l'industrie avait besoin pour se remettre, et aujourd'hui, c'est un standard qui n'existe pas même chez nos concurrents alternatifs, c'est-à-dire dans la finance centralisée traditionnelle, il n'y a pas ce genre de preuve de réserve. Or, en fin d'année, une fois, on montre aux actionnaires, etc., et sous la forme d'un rapport, et après le reste de l'année, au revoir. Tous les échanges ont joué le jeu à ce moment-là, et si un échange ne jouait pas le jeu, du coup, il devenait suspect. Et malheureusement, il y a encore des échanges qui n'ont pas. Hein. Faut être tout à fait honnête. Les listes sont. J'ai suivi les plus grands échanges qui avaient joué. Oui, les plus gros ont tous suivi le. C'est pour ça que ça devenait suspect si un gros ne se prononçait pas dessus. Mais c'est vrai que il y a eu ça a été aussi pour rassurer et avoir confiance en réserve et voir que les échanges avaient bien les actifs. Ça a été vraiment une petite preuve assez sympathique. En tout cas, on pouvait maintenant aller voir les wallets. Donc ça, c'était cool. Et la deuxième chose qu'on a vraiment fait durant ce bear, donc je l'ai dit, on n'a pas fait beaucoup de marketing, pas de gros budget marketing, pas d'équipe de foot KuCoin, pas de etc., pas de stade, pas d'équipe de Formule 1, etc., etc. Vous avez tout mis dans la carte. Vous avez tout mis dans la carte quand vous saviez que Binance retirait la carte. Vous vous êtes dit, c'est bon. All-in dans la carte KuCoin. Et non, derrière, surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écouté notre communauté organique. C'est-à-dire ceux qui sont là, même quand c'est le bear market, qui sont intéressés par les projets pour le long terme, ceux qui nous demandent de lister certains projets parce que effectivement ils construisent beaucoup, il y a des vrais écosystèmes qui se construisent autour avec des vrais gens de manière organique, pas des pléthores de bots comme on a pu voir pour beaucoup de projets, etc. Donc ça a été une des vraies missions qu'on a eues durant le bear market, parce que ces utilisateurs-là, s'ils sont avec nous durant le bear, c'est sûr qu'ils seront avec nous durant le bull. C'est pas des utilisateurs qui sont là pour passer, etc. C'est des utilisateurs qui vont rester au fur et à mesure des cycles, et on a tout intérêt à, en priorité, écouter ce que ces utilisateurs-là ont à dire. C'est très difficile de le faire dans un bull market où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit statistique, on a beaucoup de mal à se concentrer sur sa communauté organique et même à l'identifier. Dans un bear market, c'est un peu plus simple. Et enfin, effectivement, développer des nouveaux produits. On a développé, par exemple, les trading bots en fin de bull. On les a lancés début de bear pour donc améliorer l'automatisation des trades. Là, on a commencé à sortir des trading bots qui sont en fait compatibles avec le machine learning, donc qui proposent des solutions IA. Donc, d'une part parce que c'est le narratif, mais d'autre part parce que ça donne aussi des outils plus compétents pour nos utilisateurs. Donc, pourquoi pas. Et enfin, on a aussi donc développé des nouveaux produits comme la carte dont vous avez parlé. Et j'aimerais que ça ait été organisé de la manière dont vous l'avez dit, c'est-à-dire oh là là, il y a une opportunité, un concurrent majeur retire son produit, à nous de mettre le nôtre. Malheureusement, c'est juste la date à laquelle nous étions prêts. Et nous avions annoncé en fait la sortie de ce produit, c'est vérifiable pour ceux qui veulent. C'est une belle coïncidence. Et c'est qu'on Et c'est pas.
Non, mais pour ceux qui veulent aller voir, c'est un produit qu'on a annoncé déjà depuis juin et qui aurait dû sortir cet été. Malheureusement, il y a eu des changements en termes de régulation aussi en Europe, etc., qui ont fait qu'on a dû adapter certains aspects avant d'avoir une sortie propre. Non, puis ça paraît logique, faut un petit peu de bon sens aussi. Quand tu vois l'état des marchés, ça paraît logique que la dynamique soit un peu commune à tout le monde en ce moment de reprendre un petit peu de communication, etc. Le beer market a été tellement calme que je peux comprendre que ça sorte maintenant. Calme pour vous. Calme. Oui, pour nous, ça a été calme. L'ennui. Qui est intéressant, ça boucle la boucle avec le début de l'interview, c'est qu'également quand il y a un listing, quand il y a un airdrop et que c'est listé dans la foulée, etc., vous accompagnez toujours un petit peu l'explication du projet, pourquoi vous le listez. Et alors, est-ce que c'est une analyse fondamentale? Je ne sais pas. Même si à titre personnel, j'allais dire, c'est pas suffisant. Hein. Avant d'investir dans des projets comme ça, qui sont des gemmes, comme on dit, il faut quand même vraiment aller regarder de soi-même le projet, qu'est-ce qu'on peut voir sur l'équipe, etc., etc. Faire sa propre analyse. Voilà. Évidemment, enfin ça c'est ce qu'on répète tout le temps, mais je veux dire surtout sur ces types de projets qui sont quand même des projets voilà dont ils doivent faire leurs preuves. S'ils sont à ce stade-là de leur évolution, c'est qu'ils doivent faire leurs preuves. Et donc, y aller, c'est d'autant plus important. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Antoine, maintenant, c'est l'une des épreuves qu'on a eu durant le bear market et qu'on continue d'avoir, c'est comment continuer à améliorer cette expérience utilisateur, parce qu'on fait partie de ces échanges qui essaient de proposer beaucoup de services, comme quelques autres gros exchanges, alors que certains autres gros exchanges font le pari de proposer beaucoup moins de services, mais d'être très très clair, très très lisible pour les nouveaux entrants. Donc c'est vraiment un challenge, une épreuve, hein, encore une fois. Comment est-ce qu'on fait pour être à la fois ouvert aux nouveaux entrants qui peuvent avoir peur de ce défilé de fonctionnalités qu'on peut avoir sur l'application, et en même temps continuer à garder une certaine profondeur pour nos utilisateurs organiques, pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas envie de voir tout leur écosystème, tout leur échange changer du jour au lendemain parce qu'il faut accommoder des nouveaux utilisateurs, etc. Donc ça, c'est un aspect sur lequel on travaille aussi. Je me rappelle que c'était très difficile pour les échanges en bull market d'assurer le SAV et par rapport au nombre de nouveaux clients et au nombre de nouveaux tickets. Est-ce que KuCoin est prêt au prochain bull run? En tout cas, a fait des efforts. Enfin, tous les échanges ont eu ce gros problème parce qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions d'un coup. Mais en tout cas, je trouve que je pense qu'il y a un travail fait en off de la part des échanges parce qu'ils ont tous maintenant fait des académies, enfin proposent aussi du contenu éducatif, ce qui aide aussi par rapport à répondre à des tickets. Mais est-ce que KuCoin est prêt en tout cas si jamais il y a un afflux de demandes et de nouveaux clients qui arrivent au prochain bull market? Alors, un des éléments centraux qu'on a mis en place vis-à-vis de ça, et c'est un travail en cours encore une fois, hein, parce que ça prend du temps et c'est énormément coûteux en ressources si on veut le faire rapidement. C'est en fait on a pris les innovations qu'il y a eu en termes d'IA durant l'année 2022-2023, donc avec ChatGPT par exemple, et comme certains de nos concurrents, mais à ce sujet-là particulier, je pense qu'on était les premiers. On a mis en place, et vraiment sincèrement, je pense, parce que j'avais fait une conférence à Oxford pour en parler, alors que c'était pas un sujet pour tous nos concurrents il y a déjà plusieurs mois de ça, enfin même plus longtemps. Et donc on a mis en place donc ce chatbot qui va nous servir à répondre plus rapidement aux tickets des utilisateurs qui n'ont pas un vrai besoin ultra spécifique qui nécessite que vraiment une intervention humaine se penche dessus, qui correspond quand même à beaucoup de tickets, hein, faut être honnête. Et en même temps, ça... L'erreur vient de l'utilisateur, mais il faut expliquer l'erreur. Et c'est vrai que l'échange... pas toujours. La plateforme peut faire des erreurs aussi. Mais... Non, bien sûr, mais j'ai dit, il y a beaucoup plus de problèmes où en fait, c'est l'utilisateur qui a fait une erreur quelque part et qui ne l'a pas comprise. Et du coup, il faut lui expliquer. Mais souvent, vous n'avez pas fait d'erreur de votre part. Et voilà, il faut répondre quand même à
à ces nombreuses questions-là, et en fait qui sont pas toutes bêtes, hein, mais faut expliquer parfois aux nouveaux entrants. Et là où c'est pas tout bête, c'est en fait c'est ce dont on s'est rendu compte en entraînant le robot avec les requêtes du coup utilisateur et les réponses des utilisateurs, etc. C'est qu'en fait la manière dont on appelle les choses n'est pas la manière dont les utilisateurs appellent les choses. Et du coup, le robot va apprendre en fonction du retour qu'il a des utilisateurs sur les actions qu'il préconise, etc. Ça va mettre du temps. Hein. Encore une fois, c'est un travail en cours, mais on espère que pour le prochain boule, on aura vraiment un robot fonctionnel capable de gérer la plupart des demandes qui ne nécessitent pas d'intervention humaine de quelqu'un du support et qui résultent d'une mauvaise appréhension des fonctionnalités, par exemple. Et vous l'indiquez que c'est un bot qui... Oui. Non, mais je pense que c'est une solution quand même intéressante parce que vous pouvez peut-être combler la plupart des demandes par cette solution-là. Alors, la plupart, je n'irai pas jusque-là, mais espérons, le plus possible. Très, très sympa, Sylvie. Très sympa. On arrive sur la fin de l'interview. On a une dernière question qui est un petit peu plus personnelle. Alors j'aime bien la dédoubler. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Et est-ce que tu as également en ce moment une lecture, un film, une série, quelque chose à conseiller en rapport de près ou de loin avec le secteur crypto, son ambiance. Voilà, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, ce serait de pas complexifier inutilement les choses parce que, comme vous l'avez dit, on est face à un nouveau bull market. On va avoir beaucoup de nouveaux utilisateurs, tous. Et je pense que maintenant, avec le degré de maturité de l'écosystème, il y a beaucoup de gens qui aiment directement parler de choses très compliquées à des nouveaux utilisateurs qui viennent, qui nous rejoignent, qui commencent à découvrir ce monde-là, immédiatement leur parler de NFT, de protocoles de finance décentralisée, de divers aspects qu'on peut potentiellement avoir avec la blockchain demain, les assets du monde réel dessus, etc. Tout ça, je dirais, c'est trop. Pour des nouveaux utilisateurs, il faut se rappeler comment nous, on est arrivé dans ce secteur et pourquoi on est là, en fait, à la base aussi. C'est-à-dire, Bitcoin, il y en a 21 millions, il ne pourra pas y en avoir plus, et personne ne peut vous empêcher ni d'en recevoir ni d'en envoyer. À partir du moment où vous avez ça, vous avez déjà une bonne base pour accueillir les gens, et ensuite, on peut aller vers plus complexe s'il faut, plus difficile s'il faut, etc. Mais ne pas chercher à convertir immédiatement tout le monde, etc. Sinon, on va pas réussir à pousser l'adoption au point où elle le devrait, parce qu'il y a une vraie proposition de valeur et il faut la faire comprendre en termes le plus simple possible. Et c'est pas la faute des gens, c'est notre faute si la proposition de valeur, on n'arrive pas à la transmettre de la bonne façon. Ça, c'est plutôt... Brique par brique, hein, faut y aller étape par étape. Exactement. Et sur les petites recommandations, sur la lecture ou un film ou... Lecture, du coup, c'est un livre que j'ai déjà lu, mais que je relis par passage, parce qu'en fait, il est assez... c'est difficile de se rappeler exactement de tous les passages, etc. Donc, et puis, certains passages ne se valent pas, donc il faut lire les bons, relire les bons quand on le peut. Le chemin de la servitude, de Hayek. On va le noter. On mettra le lien en dessous. Yes. Eh ben, merci Dorian d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à nos questions. Et puis, merci Antoine, merci Magali. Et puis au plaisir un jour de te réinviter sur la chaîne. Avec grand plaisir.